Bonjour, dans cette séance, nous allons aborder la deuxième partie de ce module et qui parle d'immatriculation foncière. Alors, le régime de l'immatriculation foncière qui est en vigueur au Maroc a été institué par le Daïr du 12 août 1913 et il s'inspire largement du système des livres fonciers issus de l'Acte Torrens. L'Acte Torrens, loi australienne, qui porte le nom de son auteur. Le système Torrens, alors, il s'agit d'un système simple d'immatriculation des terres dans un contexte initial, faut-il le rappeler, de colonisation, où l'État considère à l'origine qu'il est propriétaire de l'ensemble des terres. Ce système ne garantit que les droits de propriété immatriculés, l'immatriculation n'étant pas obligatoire. Le système Torrens est basé sur plusieurs principes. Alors tout d'abord, le principe de purge juridique. Et ce principe met l'immeuble dans une situation nouvelle, en lui donnant un nouveau point de départ, notamment en notant tout droit réel ou charge foncière antérieure non révélée lors de l'enregistrement de la propriété immobilière sur les livres fonciers. Parmi les principes sur lesquels se base le système Torrens, il y a le principe de la spécialité foncière. Ce principe consiste à rendre unique chaque immeuble. Alors chaque immeuble est délimité sur terrain en l'octroyant un nom, un numéro d'ordre qui lui est propre sur les livres fonciers avec tous les droits réels l'affectant. En gros, chaque immeuble a sa propre identité. Puis, il y a le principe de la publicité, un principe très intéressant. Il est destiné à inviter les titulaires de droits réels à déclarer leurs droits par les procédés techniques prévus par la loi. Et puis, il y a l'effet constitutif et la force probante des inscriptions. Les droits réels ne produisent leurs effets entre les parties aussi bien qu'à l'égard des tiers qu'à partir de la date d'inscription sur les livres fonciers. Maintenant, essayons de définir l'immatriculation foncière. L'immatriculation foncière est une procédure administrative qui permet d'inscrire et d'enregistrer un bien immeuble sur des registres appelés titres fonciers. Et la propriété n'est reconnue d'une manière absolue par la loi comme étant la propriété de celui qui l'enregistre, qu'il s'agisse d'un immeuble ou d'un terrain, sans cette immatriculation. Donc l'immatriculation est quand même une procédure très intéressante pour ceux qui veulent protéger leurs biens immeubles. Plus concrètement, elle est définie par l'article 1er de la loi 1407 comme suit. Alors, l'immatriculation a pour objet de placer l'immeuble qui a été soumis sous le régime de la présente loi, sans qu'il puisse y être ultérieurement soustrait. Elle consiste à immatriculer un immeuble suite à une procédure de purge donnant lieu à l'établissement d'un titre foncier qui annule tout titre et purge tout droit antérieur qui n'y serait pas mentionné. Donc il ressort de l'article 1er du Code foncier marocain tel qu'il a été modifié et complété par la loi 1407 que l'immatriculation a pour objet tout d'abord de placer l'immeuble qui a été soumis
du présent d'Aïr sans qu'il puisse y être ultérieurement soustrait. L'immatriculation foncière ainsi définie, on peut déduire qu'il s'agit d'une formalité qui, au terme d'une procédure antérieure, consiste à l'établissement d'un titre foncier dont le but est de soumettre le fonds de terre ou le bâtiment concerné au droit immobilier positif moderne, sans qu'il y ait une possibilité d'un retour en arrière, c'est-à-dire à un régime juridique traditionnel. Au Maroc, l'immatriculation est en principe facultative, mais elle est obligatoire dans certains cas déterminés par la loi. Ainsi dispose l'article 7 de la loi 1407, l'immatriculation est obligatoire dans les cas prévus par des lois spécifiques et dans les zones à ouvrir à cet effet par arrêté de ministre de tutelle de l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie pris sur proposition de son directeur. L'immatriculation est aussi obligatoire quand elle est ordonnée par des juridictions au cours d'une procédure de saisie immobilière, par exemple. C'est ce que confirme l'article 8 de la loi 1407, qui dispose que l'immatriculation est également obligatoire quand elle est ordonnée par les tribunaux compétents au cours d'une procédure de saisie immobilière à l'encontre du saisi. Alors, l'immatriculation, elle a lieu au sein de chaque conservation foncière sous la responsabilité d'un conservateur dont les attributs sont fixés par arrêté ministériel du 4 juin 1915. L'immatriculation ne peut être entamée qu'à la demande des intéressés et établie sous forme de réquisition en vertu de l'article 6 de la loi 1407. Elle est spéciale pour chaque type d'immeuble, c'est-à-dire que le titre foncier permet d'individualiser chaque immeuble nettement délimité sur un terrain, en inscrivant sur des livres fonciers sous un nom particulier et un numéro d'ordre propre, c'est-à-dire que chaque immeuble a sa propre identité. Toutefois, une immatriculation groupée, moins onéreuse, peut avoir lieu soit par jonction spontanée des réquisitions concernant des immeubles contigus ou par décision administrative. C'est ce qui apparaît à la lecture de l'article 16 modifié par le Daïr du 5 avril 1938. Passons maintenant à la procédure de l'immatriculation. La procédure d'immatriculation est l'ensemble de démarches administratives avec une éventuelle phase judiciaire pour l'établissement du titre foncier. La procédure d'immatriculation comprend bien entendu 4 principales étapes qui feront l'objet de notre étude en différentes sections. Vous avez tout d'abord la réquisition de l'immatriculation, vous avez la procédure du bornage, vous avez l'opposition au contentieux éventuel encore appelé phase judiciaire, et puis vous avez le point final, la décision du conservateur. Passons maintenant à la réquisition de l'immatriculation et ses effets. Vous savez, la demande d'immatriculation d'un immeuble consiste à observer un certain formalisme. Tout d'abord, le dépôt, et puis les personnes habilitées, les effets de la réquisition d'immatriculation, et enfin, la publicité de la réquisition. Commençons par le dépôt. Alors, la procédure d'immatriculation commence par l'introduction d'une réquisition d'immatriculation signée auprès de la conservation foncière contre un récépissé. Si le requérant ne peut ou ne sait signer, mention en est faite par le conservateur de la propriété foncière, qui certifie que la remise lui a été faite par le requérant. Elle doit comporter bien naturellement un certain nombre de renseignements sur le requérant, notamment son identité complète,
comme le dispose l'article 13 de la loi 1407. Alors, que dit l'article 13 de la loi 1407? Il dit, j'ouvre les guillemets, le requérant d'immatriculation remet au conservateur de la propriété foncière qui en délivre récépissé immédiatement une réquisition signée de lui-même, comme on vient de le dire, ou d'un mandataire muni d'une procuration régulière et qui doit contenir. Alors, bien naturellement, alinéa 1, son prénom et son nom, sa qualité et son domicile, son état civil, sa nationalité, et s'il y a lieu, le nom de l'époux et l'indication du régime matrimonial ou tout accord conclu conformément à l'article 49 du Code de la famille et en cas d'indivision, les mêmes indications que ceci dessus pour chaque co-indivisaire avec mention de la part de chacun. Aussi, il doit contenir la mention de l'adresse ou élection de domicile au lieu de la conservation foncière dans le ressort de laquelle est situé l'immeuble. Puis, les références de la carte d'identité nationale ou de tout autre document attestant de son identité. La description de l'immeuble dont l'immatriculation est requise, chose tout à fait logique, ainsi que l'indication des constructions et plantations qui s'y trouvent, de sa consistance, de sa nature, de sa situation, de sa contenance, de ses limites, de ses tenants et aboutissants. Des noms et adresses des riverains, s'il y a lieu du nom sous lequel il est connu. Aussi, l'affirmation qu'il possède l'immeuble totalement ou partiellement, directement ou indirectement, et s'il a été dépossédé, l'indication des circonstances de cette dépossession. Puis, l'estimation de la valeur vénale, chose tout à fait logique. Aussi, l'indication des droits réels immobiliers existant sur l'immeuble avec la désignation des ayants droit, leur prénom et nom, etc. Puis, l'indication de l'origine de la propriété. Passons maintenant aux personnes habilitées à requérir l'immatriculation. Vous savez, en dépit du caractère optionnel de l'immatriculation, le législateur marocain a déterminé les personnes habilitées à déposer la requête d'immatriculation d'une façon limitative en vertu des articles 10, 11 de la loi 1407. Alors, ceux qui ont le droit ou ceux qui sont habilités à requérir sont le propriétaire, le copropriétaire sous réserve du droit de chef-A, les bénéficiaires de droits réels, usufruit par exemple, usage et habitation, amphithéose, etc. Le bénéficiaire de servitude foncière avec le consentement du propriétaire peut aussi demander l'immatriculation en vertu d'une décision judiciaire contre son débiteur dans le cadre d'une saisie immobilière, le créancier hypothécaire qui n'est pas payé à échéance. Alors, l'article 12 dispose que le représentant légal d'un incapable ou d'un mineur a qualité pour déposer une réquisition d'immatriculation en leur nom, au cas où ceux-ci sont détenteurs de droits qui lui permettraient de déposer eux-mêmes s'ils n'étaient pas incapables ou mineurs. C'est dans ce sens que le tuteur légal, qui peut être le père, la mère, le juge, le tuteur testamentaire désigné par le père ou la mère et le tuteur datif désigné par la justice. Mais la question qui se pose est de savoir est-ce que le mineur, dans la capacité illimitée, peut demander l'immatriculation sans l'assistance de son représentant légal. La réponse est que l'article 12 ne lui permet pas, même s'il s'agit d'un acte qui peut profiter aux mineurs doués de discernement. Passons maintenant aux effets de la réquisition.
Une fois que la réquisition est déposée à la conservation foncière, l'immeuble se trouve mis dans une situation juridique spéciale, dans un régime juridique particulier, dit de préimmatriculation. Pendant cette phase, il s'établit un régime transitoire et provisoire. Ainsi, tout se passe comme si l'immeuble était déjà soumis aux règles de la publicité foncière, qui relève bien sûr du droit positif, du seul fait de l'entame et de l'engagement de la procédure qui ne peut faire l'objet de retrait par le requérant. Ce régime transitoire est caractérisé par le fait qu'il donne la qualité de défendeur au requérant en cas de conflit avec un opposant éventuel. Il permet en outre d'inviter tout titulaire de droit réel sur l'immeuble de le déclarer et s'il y a un acte justifiant ce droit réel, le dépôt de ce dernier à la conservation suffit pour éviter la suppression de ce droit par l'effet de purge et ce en vertu de l'article 32. La jurisprudence marocaine pendant longtemps, notamment de 1915 à 1959, considérait que le dépôt de la réquisition suffisait à faire échapper l'immeuble concerné au droit coutumier et relevait d'emblée de la compétence du tribunal des affaires immobilières. La publicité de la réquisition. Vous savez, la transparence en tant qu'un des principes fondamentaux de l'immatriculation foncière, il s'avère donc nécessaire d'informer le public de cette immatriculation. Ainsi, une fois la réquisition déposée à la conservation foncière, elle fait naturellement objet d'une importante publicité. Un extrait de la demande est publié au bulletin officiel et affiché au TPI de l'autorité locale et auprès du président du conseil communal du ressort de l'immeuble. Ici, le but recherché, normalement, c'est de permettre aux éventuels titulaires de droits réels de se manifester. Dans les 10 jours qui suivent le dépôt de la réquisition, le conservateur en dresse un extrait et rédige un avis indiquant le jour et l'heure auquel le bornage provisoire doit avoir lieu. Ensuite, il fait publier les pièces comme prévu par le législateur en application de l'article 18 de la loi 14.7. Et puis, vous avez le bornage. Alors, qu'est-ce que c'est que le bornage? Prenons la définition d'un dictionnaire juridique. Le bornage, selon cette définition, est une opération par laquelle les propriétaires de terrains contigus s'entendent pour reconnaître la limite commune de leurs propriétés respectives. Ils dressent, ou font dresser par un géomètre, un procès-verbal de leurs opérations et ils implantent des piquets de métal ou des blocs de ciment pour délimiter la ligne séparative. L'opération matérielle consistant à poser des bornes se nomme abornement. Le bornage est donc une opération de nature complexe. C'est une opération technique et elle constitue la phase cruciale de la procédure de l'immatriculation foncière, caractérisée par une opération topographique, par un acte de publicité, par une enquête juridique et enfin par l'avis de clôture de bornage. Alors le bornage est une opération topographique durant laquelle un géomètre topographe, agissant bien sûr sous la délégation et sous l'autorité du conservateur, dresse l'état physique de la propriété, en identifiant notamment son emplacement, sa superficie, sa consistance, ses limites, ses servitudes et charges foncières. Le bornage est effectué à la date fixée. Pendant l'opération de bornage, le géomètre topographe place les bornes. Cela serait les indications du requérant pour délimiter le périmètre de la propriété et préciser les parties de la propriété revendiquées par les tierces qui font opposition s'il y a lieu. En outre, il dresse un plan sommaire ou croquis de bornage, dit plan de bornage provisoire. Le bornage est aussi un acte de publicité. Le bornage est un acte de publicité, alors parce qu'il constitue un événement local qui se déroule en présence
de toutes les personnes intéressées ou susceptibles d'être concernées. Parmi les protagonistes, on a le géomètre et ses aides, ses auxiliaires, avec leurs instruments de topographie. Vous avez les personnes convoquées ou avisées. Ainsi parle-t-on d'un acte de publicité. Le bornage consiste aussi en une enquête juridique. Cette enquête est réalisée par le géomètre topographe qui, en tant que délégué du conservateur, questionne le requérant, les riverains, les titulaires de droits réels, les bénéficiaires de servitude, les opposants et intervenants et enregistre bien sûr leurs déclarations ou revendications. Alors il constate les faits, la durée de la possession et il peut recevoir les oppositions. Il est procédé après à la levée du plan définitif de la propriété qui sera annexé au titre foncier. Vient après l'avis de clôture de bornage. Après vérification et analyse rigoureuse des énonciations du PV de bornage par le conservateur, il doit faire publier au bulletin officiel un avis de clôture de bornage dans les 4 mois qui suivent le bornage effectif. Cette deuxième publication offre un délai de 2 mois pendant lequel les oppositions pourront être reçues par le conservateur. Cet avis de clôture est affiché dans les mêmes lieux que l'extrait de la réquisition. Alors, il est très important de souligner que la réquisition de l'immatriculation est nulle et non avenue si le requérant ne se présente pas sur les lieux le jour du bornage sans motif valable et plausible dans un délai d'1 mois de sa notification par le conservateur. L'échec de l'opération de bornage à 2 reprises consécutives et dû à des conflits liés à l'immeuble objet de la requête rend également nulle la réquisition. Passons à la phase contentieuse. La procédure de l'immatriculation foncière au Maroc est essentiellement administrative, mais elle peut comporter une intervention judiciaire en cas d'opposition. L'opposition. Et il s'agit d'une contestation, c'est-à-dire un conflit de droit soulevé par un tiers contre la réquisition d'immatriculation. L'opposition peut porter soit sur l'existence même de la propriété concernée ou son assiette, soit sur l'existence d'un droit réel concurrent susceptible de figurer sur le titre foncier émanant de l'immatriculation définitive. Généralement, l'opposition est formulée par le contestateur ou par l'intermédiaire d'un tiers, un mandataire conventionnel, c'est le cas de l'avocat par exemple, le tuteur du mineur, etc. Alors, pour faciliter l'opposition, la loi permet à toute personne de faire opposition à condition qu'il justifie bien sûr son identité lorsqu'il agit au nom d'un tiers. L'opposition a lieu oralement. Elle est reçue dans ce cas à la conservation foncière. Elle est également recevable lors de l'opération de bornage. L'opposition a lieu par écrit avec toutes les pièces justificatives à adresser aux autorités indiquées à l'alinéa 1er de l'article 25 modifié par le Daïr du 5 avril 1938. Le délai de recours est de 2 mois. Ce dernier commence à courir dès la publication du bornage. Passé ce délai, aucune opposition n'est admise. Exception est faite de l'opposition tardive reçue par le conservateur tant que le dossier n'a pas été transmis au secrétariat greffe du tribunal de première instance. La contestation recevable doit porter sur 2 choses. Elle peut se rapporter à un droit réel, mais aussi à une action réelle. Il est toujours possible, bien sûr, de trouver un arrangement amiable entre le requérant et l'opposant, à la suite, par exemple, d'une conciliation. Le conservateur doit favoriser une telle solution et dresser un PV de cet accord amiable qui a force obligatoire de droit privé entre les parties consentantes. Passons à l'intervention judiciaire. À prime abord, c'est le conservateur qui saisit le TPI. On peut observer à ce niveau 2 cas de figure. On a d'une part l'opposition à la réquisition d'immatriculation et d'autre part le refus du conservateur à l'immatriculation ou une inscription simultanée d'un droit réel.
L'opposition contentieuse à la réquisition d'immatriculation au devant le tribunal. Lorsque le conservateur saisit le tribunal de première instance, ce dernier n'a pas à se prononcer sur la recevabilité de la réquisition. Cette dernière est réservée uniquement à la compétence et l'appréciation souveraine du conservateur. Le rôle du TPI se limite à l'appréciation de la valeur des droits prétendus par l'opposant. D'ailleurs, la charge de la preuve et du bien fondé des prétentions incombe à ce dernier. Dans le cas d'opposition jugée abusive ou de mauvaise foi par la juridiction saisie, cela donne lieu à une condamnation pécuniaire, à une amende et s'il y a lieu des préjudices, des dommages-intérêts. Le requérant peut acquiescer même pendant l'instance mettant fin automatiquement au conflit judiciaire par voie de conciliation ou par le prononcé d'un jugement en faveur du demandeur. Les frais de l'opposition sont à la charge du requérant si l'opposition est fondée, de l'opposant si elle est rejetée, partagée ou compensée en cas d'arbitrage par la juridiction saisie. Passons au cas du rejet de la réquisition ou d'inscription d'un droit réel concomitant. Lorsque le conservateur rejette la réquisition ou encore refuse d'inscrire un droit réel, il doit motiver son rejet ou son refus. Cette décision est susceptible de recours devant le conservateur général et devant le TPI. La décision du TPI peut faire l'objet d'un recours d'appel et d'un pourvoi en cassation. Alors, passons maintenant à la décision finale. Le conservateur détient le monopole de la compétence pour prononcer une décision de rejet partiel ou total de la réquisition ou la démission de l'immeuble en cause au bénéfice de l'immatriculation. Alors, la décision de rejet ou de refus. Alors, en application de l'article 37, tel qu'il a été modifié et complété, s'il y a lieu un rejet de la réquisition de la part du conservateur foncier, cette décision doit être motivée et notifiée au requérant. Elle peut faire l'objet de deux recours. Un recours gracieux devant le conservateur général et un recours judiciaire devant le TPI. Le recours gracieux est formulé au conservateur général à Rabat. Ce dernier est investi du droit de réformer la décision du conservateur. Le recours judiciaire ou contentieux, il est introduit au TPI dans un délai d'un mois à partir de la notification en vertu de l'article 10 de l'arrêté viziriel du 3/6/1915, modifié par l'arrêté du 8 décembre 1947. Cette action peut être intentée soit après la confirmation de la décision du conservateur par le conservateur général de Rabat, soit directement sans frais de recours gracieux. La confirmation du rejet par le conservateur général annule le bornage et ramène les choses dans leur état antérieur. Passons au cas de l'admission de l'immeuble en cause au bénéfice de l'immatriculation. La décision du conservateur immatriculant l'immeuble et portant inscription concomitante d'un droit réel n'a pas à être motivée. Elle met fin d'une manière définitive à la procédure ouverte par le dépôt de la réquisition et donne lieu à l'acte officiel d'immatriculation.